Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus pour cette nouvelle édition de Questions publiques qui, comme vous le savez, est un cycle de conférences ou plus exactement de conversations publiques co-organisées par le Centre de communication de l'Ouest, le conseil de développement, bien sûr, de Nantes Métropole et la représenté par son président, et la revue Place Publique. Notre invité ce soir est Agnès Florin, qui est professeure de psychologie de l'enfant à l'Université de Nantes, qui est une spécialiste internationalement reconnue de cette question, auteure et collaboratrice d'un certain nombre d'ouvrages. Donc elle a écrit pour certains toute seule, pour d'autres au sein d'une équipe. Elle accomplit de nombreux travaux de recherche, et pas seulement à Nantes. Nous allons parler ce soir de la petite enfance. Alors, le sujet peut surprendre, et c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu en rupture vis-à-vis des autres sujets abordés lors de ce cycle Questions publiques. Et justement, c'est tout l'intérêt, à mon avis, de la présence d'Agnès Florin ce soir. On s'intéresse beaucoup. On s'est beaucoup intéressé ces tout derniers temps à l'enseignement supérieur, par exemple, et à la recherche, avec d'ailleurs des résultats pour l'instant qui ne sont pas ceux qu'on aurait pu attendre à Nantes. Mais pense-t-on suffisamment à l'investissement sur l'avenir que représente l'accueil et l'éducation de la petite enfance? Comme le disait il n'y a pas si longtemps un ministre, il n'y a pas besoin d'avoir Bac+5 pour changer les couches des enfants. Il y a donc, me semble-t-il, de manière assez répandue dans la société aujourd'hui, à tous les niveaux, un relatif manque d'intérêt, pourrions-nous dire, à l'égard de cette question. Et donc Agnès Florin va nous montrer comment nous avons collectivement tort de ne pas prendre suffisamment en charge ce problème. Donc les choses vont se dérouler comme d'habitude, une conversation entre Agnès Florin, Philippe Audic et moi-même, et puis au bout d'une heure de conversation, écoutez, c'est vous qui aurez la parole. Première question, Agnès Florin, vous l'écrivez dans un petit livre récemment paru qui s'appelle Mode d'accueil pour la petite enfance. Vous dites, après tout, le bébé est une personne. Quand a-t-on découvert que le bébé était une personne ? Ça n'est pas moi qui l'ai dit. D'abord, bonjour à tous et à toutes. Mais c'est somme toute assez récent. Le dire est une chose, mais le prendre en compte dans l'éducation des jeunes enfants est une autre. Et là, nous avons encore du chemin à faire. Depuis que plusieurs pédopsychiatres ont avancé cette idée. Mais même encore dans les années 90, on avait d'éminents membres de l'Académie des sciences qui considéraient que, ma foi, du moment qu'on se préoccupait bien de l'élevage, c'était le terme que j'utilisais avec un ministre à l'époque, de l'élevage des bébés, c'est-à-dire bien les nourrir, les soigner, les aérer, ma foi, l'essentiel était là. Hein. On voit d'ailleurs combien assez récemment on a des échos de cette idée-là à laquelle vous avez fait allusion. En fait, moi je dirais en tant que psychologue de l'enfance, ça fait une trentaine d'années que se sont développées des recherches sur les bébés, les compétences des bébés qui changent complètement notre représentation des très jeunes enfants. C'est-à-dire qu'ils ont des compétences extrêmement larges, des capacités perceptives à repérer des différences, qu'elles soient sonores avant même la naissance. Un fœtus peut faire la distinction entre sa langue de socialisation, celle qu'il entend parler autour de lui, et une langue étrangère. Il peut faire la distinction entre la voix de sa mère, la voix d'une autre femme, etc., etc., entre un texte normalement lu à l'endroit et un texte avec une prosodie bizarre lu à l'envers. Donc, vous voyez, je vous donne ces exemples juste sur les aspects sonores, parce que ça commence même avant la
naissance, dès que l'appareil auditif est fonctionnel, vers 6-7 mois. Mais il en va de même dans bien d'autres aspects, ce qui nous amène à considérer que nous devons une attention particulière au développement des bébés, parce que les bébés commencent à traiter de l'information, toutes informations, qu'elles soient auditives, sonores, gustatives, visuelles, etc., très tôt. Et ils commencent très vite à tisser des liens et à repérer des causalités entre leur propre attitude et la manière dont un adulte répond à cette attitude. S'il répond de manière synchronisée à ses besoins, de manière ajustée, et il apprend très vite comment il peut lui-même piloter le comportement d'autrui, parce que vous craquez devant le sourire d'un bébé, et en général, et c'est aussi pour lui un moyen de maintenir une interaction, de la prolonger, de la susciter. On l'a étudié, y compris expérimentalement, c'est-à-dire que la durée des interactions va être plus longue si le bébé sourit que s'il ne sourit pas, par exemple. Donc, il sait très vite utiliser ces signaux de communication avec son entourage humain. Alors, ça, c'est l'entourage familial. La famille est le premier entourage de l'enfant. Le premier lieu de vie des enfants, ça doit être rappelé, d'ailleurs. Alors, quel est l'intérêt de socialiser rapidement les enfants dans d'autres lieux que la famille ? Dans notre société, mais comme dans bien d'autres, avec des modèles différents, les enfants ne se développent pas uniquement dans une relation que certains qualifieraient de fusionnelle avec un seul adulte, au hasard la mère. Les enfants se développent en tissant des relations avec plusieurs personnes, avec plusieurs adultes dans la famille, avec d'autres enfants, et ils apprennent beaucoup du monde dans ces relations diversifiées. Nous avons chacun notre mode d'interaction, nous avons chacun nos centres d'intérêt qui peut faire écho dans les émotions, dans les intérêts, dans les interrogations des enfants. Donc cette socialisation qui passe par la rencontre avec d'autres, alors souvent à la fin d'un congé de maternité, puisque jusqu'à présent ce sont quand même les femmes qui font les bébés et éventuellement pas toutes seules, après ce congé de maternité, beaucoup d'enfants vont être accueillis par des professionnels. Ça peut être par un membre de la famille, c'est fréquent en Europe du Sud. Chez nous, ça l'est. L'accueil familial, notamment par des mamans qui ne travaillent pas, reste un mode d'accueil important. Mais très vite, même celles qui ne travaillent pas ont le souci de confier l'enfant, au moins à temps partiel, à un lieu d'accueil, jardin d'enfants, halte d'enfants, etc. Et beaucoup vont aller dans une structure soit collective, crèche ou autre type d'accueil collectif, ou bien dans un accueil individualisé avec une assistante maternelle. Et on a montré que dans la suite du développement, il y a un impact très positif de cette socialisation que je qualifierais de diversifiée, à la fois dans la famille, premier lieu de vie, mais aussi avec d'autres partenaires adultes ou enfants, que ce soit chez l'assistante maternelle ou à la crèche. Généralement, les enfants ne se retrouvent pas tout seuls. Il y a 2-3 enfants qui peuvent être accueillis par une assistante maternelle, plus dans une crèche, et encore davantage à l'école, dans des groupes plus larges, quand ils vont aller à l'école maternelle. On a montré que un temps d'accueil que je qualifierais de raisonnable dans la semaine donne des résultats tout à fait positifs sur le développement, et qu'à contrario, un temps d'accueil extrafamilial réduit donne plutôt des résultats un peu plus négatifs, pénalise un petit peu les enfants, tout autant qu'un temps d'accueil extrêmement long en dehors de la famille. C'est pour ça que je disais que la famille reste le premier lieu de vie. Et là, on a déjà une inégalité sociale sur laquelle je voudrais insister, parce que je pense qu'on y reviendra, parce que pour les moins de 3 ans, par exemple, si on considère les 20% de milieux les plus aisés en France, 69% ont un autre mode d'accueil que les parents. Et c'est en augmentation depuis 2002. A contrario, si vous prenez 20% des milieux les plus modestes, eh bien, vous avez seulement 9% dans un autre accueil que la famille, le parent.
et essentiellement la crèche dans ce cas-là. Vous parlez du développement de l'enfant, mais le développement est forcément à plusieurs facettes. Il y a Absolument. le développement cognitif, il y a le développement des qualités social, relationnelles, il y a le développement émotionnel. Alors, où réside de manière plus précise le bénéfice pour l'enfant ? D'abord, je parle souvent des enfants parce que ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Même en parlant des enfants tout venant, c'est dans notre jargon ce qui permet de distinguer les enfants tout venant des enfants à besoins dits spécifiques, qui peuvent être des enfants porteurs de handicap, qui peuvent être des enfants vulnérables pour toutes sortes de raisons, y compris périnatales avec de la prématurité ou d'autres aspects, mais même en considérant, et on les oublie trop souvent d'ailleurs quand on parle de l'accueil de la petite enfance, mais même en considérant les enfants dits tout venant, il y a une grande diversité, et ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Et tel ou tel aspect des modes d'accueil de la petite enfance n'a pas forcément le même impact sur le développement langagier, sur le développement social, sur le développement émotionnel, etc. On a accusé pendant un certain temps, et à tort, c'est attesté maintenant, les lieux d'accueil collectifs de développer l'agressivité des enfants. Et on s'aperçoit que c'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est-à-dire que c'est assez complexe comme étude, parce que quand vous voulez tester l'impact d'un mode d'accueil, c'est quoi? Qu'est-ce que vous prenez en compte? Quels éléments de qualité vous prenez en compte? Et sur quels aspects du développement vous le considérez? Mais globalement, nous savons aussi que cette socialisation à travers des lieux d'accueil a un impact extrêmement positif sur le développement du langage, alors de la communication et du langage oral. Et c'est assez simple à comprendre, parce que quand vous avez une relation privilégiée avec une seule personne, vous pouvez vous comprendre à demi-mot dans une sorte de communication de complicité. Dès que vous avez affaire à 2-3 autres personnes, ce qui passe très bien avec l'un dans une communication de complicité passe pas du tout avec l'autre. Il faut développer des nouveaux moyens d'expression. Et donc c'est une sorte de pression à la diversité, à trouver des solutions nouvelles pour communiquer, y compris des solutions nouvelles à des problèmes qui se posent au quotidien, dans les jeux, etc. Parce que ces stimulations ne sont pas les mêmes avec le cadre habituel dans la famille et puis dans un lieu d'accueil tel qu'une crèche ou une assistante maternelle compétente. Vous avez évoqué à l'instant la riche palette des modes d'accueil de la petite enfance. L'école maternelle, on y reviendra, qui est une relative singularité française, enfin du moins pour sa précocité, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, d'autant qu'il y a des étudiants qui se destinent au métier de professeur des écoles. Eh bien, bon courage. Les assistantes maternelles, comme on dit désormais, les crèches, est-ce que il y a des modes d'accueil qui valent mieux que d'autres ? Alors, au risque de vous décevoir, parce qu'il y a aussi beaucoup d'idéologies là-dessus, comme il y en a sur le rôle des mères par rapport aux enfants, etc. Au risque de vous décevoir, non. Ah ben ça ne me déçoit nullement. Il n'y a pas un mode d'accueil qui, en tant que tel, soit supérieur aux autres. En revanche, il y a des indicateurs de la qualité d'un mode d'accueil. Et ces indicateurs, vous pouvez les trouver de manière très positive, aussi bien dans un accueil individualisé que dans un accueil collectif. Et puis si vous regardez aussi à l'échelle des différents pays, vous voyez des grandes disparités. Je dirais, pour rassurer les parents ou les grands-parents, que en France, enfin, je parle des modes d'accueil qui passent par un certain contrôle. Je parle pas de travail au noir sur lequel on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais nous avons des modes d'accueil d'une assez bonne qualité en France. Alors que dans d'autres pays, par exemple les États-Unis, qui sont souvent venus voir ce qui se passait en France de ce point de vue-là, eh bien la qualité d'un mode d'accueil est essentiellement liée aux revenus des familles qui peuvent y placer leurs enfants. Donc, dans les crèches pour les pauvres, eh bien, le niveau de formation est plus bas que dans les crèches pour les riches. Les taux d'encadrement sont différents, etc., etc. Les locaux, voilà. En France, ça n'est pas le cas. Alors, quels sont les indicateurs de la qualité ?
C'est-à-dire, on peut définir a priori des indicateurs de qualité, mais c'est pas forcément ceux-là qui vont avoir directement un impact sur tel ou tel aspect du développement de l'enfant. Alors là-dessus, nous sommes relativement renseignés maintenant. Relativement, il y a encore du travail à faire, notamment par rapport aux enfants à besoins spécifiques. Mais ce que nous savons, c'est que il y a la capacité à individualiser les interactions avec les enfants. C'est-à-dire avoir des temps privilégiés qui permettent de prendre en compte les besoins individuels de chaque enfant. Donc ce qui suppose un fort taux d'encadrement. Alors, ça suppose un taux d'encadrement, mais pas uniquement. C'est-à-dire que si vous avez un adulte pour 10 enfants, c'est évidemment mieux que si vous avez un adulte pour 20 enfants. D'accord ? Et ça a été démontré, parce que si vous avez un adulte pour 10 ou un adulte pour 12, ça change pas fondamentalement l'impact de cet indicateur sur le développement. Mais en revanche, il y a un autre aspect qui va compter dans l'encadrement, c'est la taille des groupes. Si vous avez 2 professionnels pour 20 enfants, ou bien un professionnel pour un groupe de 10 enfants, on est d'accord que le taux d'encadrement est le même. Oui, sauf que le groupe de 10 enfants avec un professionnel est plus efficace ou a un impact plus positif que les 2 adultes pour 20 enfants. Donc ça veut dire que on peut préconiser d'avoir au moins à certains moments, y compris dans des structures collectives, alors je pense à l'école qui accueille régulièrement des groupes de 20-25 enfants, on peut préconiser qu'au moins à certains moments, il y ait ce temps de petits groupes qui permet cette prise en compte individualisée des besoins de l'enfant. Et puis, il y a aussi non seulement le niveau de formation minimale, et en Europe on essaye d'élever les standards de la formation, et on a quand même des difficultés aussi en France avec une diversité de métiers de la petite enfance. Quand vous songez que vous pouvez avoir des assistantes maternelles qui ont un CAP petite enfance, vous pouvez avoir des personnels formés dans le soin, les puéricultrices, donc des infirmières qui ont poursuivi une formation en puériculture. Vous avez les éducateurs de jeunes enfants, les aides-éducateurs, etc. Puis vous avez aussi les enseignants à l'école maternelle, donc qui prend les enfants un petit peu plus tard. Donc cette diversité de métiers, probablement, doit susciter une réflexion. Cette réflexion, elle existe dans d'autres pays d'Europe sur un métier de l'éducation de la petite enfance qui permettrait peut-être d'avancer, parce que on a aussi été victime de quelques difficultés entre les professionnels d'un secteur, les professionnels d'un autre, des relations hiérarchiques entre des métiers différents dans une institution, dans une autre. Ça complexifie, et ça complexifie aussi la mise en place d'une charte de qualité. Moi, j'ai beaucoup plaidé pour ça aux assises de l'éducation. Bon, je pense que j'ai eu un rôle par rapport aux préconisations qui ont été faites pour l'éducation de la petite enfance, justement pour essayer de définir une charte de qualité pour les tout petits. Et le dernier aspect concernant l'encadrement, si je peux dire, c'est la stabilité du personnel. La stabilité du personnel référent. Que ça soit à l'école maternelle, où généralement il y a un enseignant ou une enseignante qui est stable, même si des fois il y en a 2 parce qu'il y a un mi-temps, etc. Il y a cette stabilité du personnel. Eh bien, à la crèche, on ne peut que plaider pour qu'il y ait, alors, un éducateur, c'est le terme générique, on sait bien que c'est une profession largement féminisée, mais je reste sur le terme un éducateur, stable, référent par enfant. Et on a mesuré aussi, on a évalué l'impact positif de cette stabilité du professionnel référent pour l'enfant. Pourquoi ? C'est tout simple, en fait. Quand on comprend comment se construit un enfant, enfin quand on tente de comprendre comment se construit un enfant, il a besoin de savoir sur qui il peut compter. La plupart des enfants développent ce qu'on appelle dans notre jargon un attachement sécurisé à un ou plusieurs adultes, et très vite à plusieurs. S'il y a papa et maman à la maison, très vite ils vont développer un attachement sécurisé à papa et à maman, et éventuellement à la grande sœur, et à une nounou, etc. C'est pas du tout incompatible. Mais la plupart des enfants, en gros les 2 tiers dans toutes les cultures, ont cet attachement sécurisé. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que vous savez, je sais que je peux compter sur vous si j'ai un problème, que vous allez pouvoir répondre à mes besoins. Que si je me mets à pleurer, il y a quelqu'un qui va venir et généralement, ça va bien se passer, qui va comprendre ce que j'arrive pas à exprimer bien, etc. Et je sais que je peux compter sur lui. Et ça demande du temps. Vous pouvez pas construire cette relation-là avec 35 personnes. Donc, vous avez besoin d'inscrire cette construction de la relation avec un adulte ou avec un autre enfant dans la durée. C'est pour ça que c'est si important la notion de personnel référent, d'éducateur référent ou de professionnel référent. Alors je dis ça parce que quelquefois dans les organisations de services dans les crèches, on a un certain turnover parce qu'il y a les congés, parce qu'il y a des crèches qui ouvrent avec des horaires importants, etc. Et voilà. Vous avez évoqué, en passant, l'extrême diversité des modes d'accueil selon les pays. Alors, est-ce une question de richesse? Est-ce une question de modèle social? Est-ce une question de référent culturel? Je pense que c'est un peu tout ça, et puis c'est aussi la volonté publique qui va développer tel ou tel mode de prise en charge. Un peu traditionnellement, dans l'Europe du Sud, on a beaucoup confié les enfants, et on continue à les confier beaucoup à un membre de la famille. Les grands-mères, notamment, les tantes, etc. En plus des mamans. Quand vous allez vers l'Allemagne, la tendance est que la maman garde l'enfant pendant les premières années. Et on retrouve ça d'ailleurs dans l'Est de la France, influence allemande, où les congés parentaux sont très utilisés, plus que dans d'autres régions de France. Quand vous prenez l'Europe du Nord a depuis déjà longtemps développé un véritable service public de la petite enfance avec une prise en charge au niveau public d'un accueil des enfants. C'est-à-dire c'est un droit pour tous. Nous en sommes loin en France. Nous en sommes loin. Nous partons avec beaucoup de retard. Et si je prends par exemple l'objectif qui avait été fixé par le président de la République en 2009, pour rester dans l'actualité récente, c'était un objectif pour 2012. Vous voyez, c'est demain, c'est l'année prochaine. Il avait fixé 200 000 places. J'ai pas dit en crèche, il avait dit 200 000 places en plus pour les tout petits. Donc c'est un lieu d'accueil, je dirais officiel, tel que une structure collective ou une assistante maternelle agréée. Donc il y a eu des conventions d'objectifs entre l'État et la CAF, etc. On a diversifié l'offre, on a essayé aussi d'assouplir les règles concernant les modes d'accueil, dans les taux d'encadrement, dans l'accueil en surnombre. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même que depuis quelques années, les normes d'accueil se sont dégradées en France. Elles se sont dégradées. En 2006, j'étais au séminaire européen invité par l'Internationale de l'éducation qui regroupe les professionnels de l'éducation. Donc vous voyez, c'est aussi bien des enseignants que des éducateurs des pays de l'OCDE. Il y avait aussi des Américains et des Australiens qui étaient là. Et on a travaillé sur élever des standards d'accueil des jeunes enfants, élever les standards de la formation des personnels petite enfance, très conscients, j'en ai pas beaucoup parlé, mais de l'impact de cette éducation de la petite enfance sur la suite des trajectoires personnelles et des trajectoires scolaires. Et dans cette élévation des standards, où certains pays européens ont fait du chemin très vite, positivement, parce que pour avoir été invité quelques années auparavant, c'était, je sais plus dans quel pays de l'Est, en Bulgarie, où avait lieu une session auparavant, on en était à discuter avec des pays de l'Est sur est-ce qu'on a vraiment le droit d'éduquer les enfants, ou bien doit-on laisser cela aux familles et seulement garder les enfants, les aérer, comme je disais. Ils ont fait des progrès très rapides dans leur conception. Et au moment où nous discutions de l'élévation des standards, eh bien, j'entendais en atterrissant à Lyon que on était en train d'ouvrir les premiers jardins d'éveil. Madame Morano, à l'époque, faisait la promotion de cela avec des taux d'encadrement moins propices à la qualité de l'accueil. Bon, les jardins d'éveil, ça n'a pas marché, parce que je crois qu'on en a moins de 10 en France.
aujourd'hui. Et en tout cas, par rapport à l'objectif de 200 000 places en plus pour les jeunes enfants, on en est loin, puisqu'en 2009, il y avait 20 000 places créées en crèche, et c'était un plan en partie lancé avant. Et on avait 21 200 enfants en plus chez des assistantes maternelles. Voilà. Où il y avait 13 jardins d'éveil homologués, mais il y en avait que 3 ouverts, et je crois qu'on n'a pas beaucoup progressé. Et là, on en vient aussi à l'école maternelle. Il y avait 25 000 places en moins en 2009 à l'école maternelle, avec la réduction drastique de l'accueil des enfants de moins de 3 ans. Je dis pas les 2 ans, parce que on avait montré, c'est mon équipe qui l'avait montré, qu'on accueillait surtout des enfants de 2 ans et demi, 3 ans. Hein. Et cet accueil a considérablement diminué par une volonté gouvernementale pour des transferts de charges. Hein, parce que quand vous faites peser l'accueil des jeunes enfants sur les collectivités territoriales ou sur les familles, ce qui est le cas des jardins d'éveil justement, eh bien c'est une charge en moins pour l'État. Le résultat est qu'avec ces 25 000 places pour les enfants en moins à l'école, ça ajoute une pression sur les autres modes d'accueil pour accueillir ceux qui ne sont pas pris à l'école. Le problème d'ailleurs, c'est qu'on a même des difficultés aujourd'hui à accueillir tous les 3 ans. Alors, on est revenu 40 ans en arrière. Je vous propose qu'on s'attarde un peu sur ce qui apparaît souvent comme une singularité française, l'école ouverte aux enfants dès 2 ans. Je crois que la France est le seul pays, avec la Belgique, à offrir cette possibilité. Et j'ai lu dans votre ouvrage que c'est une mesure qui ne date pas d'hier, puisqu'elle remonte à 1881. Voilà. Alors, première question, comment s'explique cette particularité française? Écoutez, il peut y avoir plusieurs explications. Moi, il me semble que d'abord, il faut voir ce que représente l'école maternelle en France. Et c'est quand même sur la base de l'école qu'à partir de tous ces Provençaux, ces Alsaciens, ces Bretons, enfin les Bretons, on sait pas trop, mais ces Provençaux, on a réussi à faire d'excellents Français, n'est-ce pas? Et donc vous pensez que les Bretons ne sont pas d'excellents Français? C'est évidemment Il va falloir qu'on en débatte. Hein. Un clin d'œil local. Je me doutais bien que vous alliez réagir. Donc l'école nous a fait tenir ensemble, parce que l'école, c'est quand même largement l'école publique. Elle représente un certain nombre de valeurs. Hein. C'est pas seulement un mode d'accueil fonctionnel. C'est aussi des valeurs, l'école, même si on discute beaucoup. Et on a fait confiance à l'école maternelle, et des écoles maternelles, on en a partout. Et cette scolarisation des enfants maternels, elle a pris des années, la scolarisation massive. Il a fallu en gros 10 ans pour scolariser une classe d'âge. Donc dans les années 60, on a scolarisé tous les 5 ans. Dans les années 70, tous les 4 ans. Les années 80, on avait scolarisé tous les 3 ans. Et alors c'est vrai que cette possibilité d'accueil des moins de 3 ans existait en gros depuis la création de l'école maternelle fin du 19e siècle, mais elle n'a commencé à être véritablement utilisée qu'à partir des années 60, où on était à 10-15%, et avec des disparités régionales dans cet accueil, 10-15%, et je vous signale que ça c'était les années 60, quand on a commencé vraiment à accueillir les moins de 3 ans, eh bien on est retourné à ça aujourd'hui. Hein, dans les années 2010, alors qu'on était monté à 33% au fin des années 90, début des années 2000, dans l'accueil des moins de 3 ans. Il y a une volonté de réduire cette scolarisation précoce. Je dis pas qu'il faut scolariser tous les enfants à l'école maternelle avant 3 ans, certainement pas. Tous n'y seraient pas bien. Tous les enfants sont pas prêts à aller à l'école avant 3 ans, et toutes les écoles sont pas prêtes à les accueillir. Donc c'est clair, et je pense que même les militants de l'école maternelle ne le revendiquent pas. Mais pour autant, c'est un mode d'accueil qui a été favorisé par différents gouvernements depuis les années 60, notamment dans les zones défavorisées, les ZEP, les zones rurales, mais qui a été largement utilisé par les milieux favorisés comme un élément de leur stratégie de réussite pour leurs enfants. Et on a pu montrer, mon équipe notamment l'a montré, j'ai aussi participé à j'ai fait pas mal de missions pour le ministère de l'Éducation nationale en France, en plus que j'ai fait dans d'autres pays, mais on a montré en suivant un panel de près de 10 000 enfants
les impacts positifs de cette scolarisation avancée, non seulement pour les enfants de milieu social défavorisés, notamment sur le développement du langage oral, les débuts de la lecture, la maîtrise des concepts de temps, d'espace, etc. Tout ce qui va aussi avoir un impact sur la suite des trajectoires scolaires. On a pu montrer un impact justement sur les résultats, y compris en 6e, en suivant 10 000 enfants. Ils sont maintenant en fin de lycée, les enfants de ce panel de 1997. Donc, mais on a montré aussi des effets positifs chez les enfants de cadres supérieurs. C'est-à-dire l'école maternelle, c'est pas la crèche des pauvres. Il y a un savoir-faire, il y a des valeurs, il y a un travail de qualité qui s'y fait au bénéfice d'un certain nombre d'enfants. Mais il y a d'autres enfants qui se développent très bien et aussi bien et mieux, quelquefois, avec d'autres modes d'accueil. C'est pour ça qu'on revient au fait qu'un mode d'accueil en tant que tel ne peut pas être déclaré comme étant supérieur en qualité à un autre. Il faut voir comment il fonctionne, dans quels locaux, quel taux d'encadrement, quelle pédagogie, quel projet, à défaut de pédagogie au sens scolaire du terme. Mais alors, si l'école maternelle, c'est si bien que ça... peut mieux faire. Pourquoi, d'une part, est-on en train de faire marche arrière dans l'accueil des plus jeunes enfants en France, et d'autre part, pourquoi ne nous imitons pas de manière massive dans les pays voisins ? Plusieurs réponses possibles. Pourquoi cette réduction de l'accueil? J'ai parlé des différences de métiers. On est sur les enfants, on est sur les relations des femmes au travail, de leur rôle dans l'éducation des enfants. Il y a aussi beaucoup d'idéologie autour de ces questions-là. Il y a eu beaucoup de débats. Pendant longtemps, on a dit, mais non, l'idéal, c'est vraiment que les mères restent à la maison et gardent leurs enfants pendant plusieurs années, sinon l'enfant va souffrir, etc., de ces ruptures. On a montré qu'il n'en était rien, parce que là, je vous ai parlé d'impact sur les compétences des enfants, mais quand on nous a dit les enfants vont souffrir de cette séparation, nous, on a examiné ce qu'il en était. Et on a vu que ce qui est prioritaire, c'est justement la qualité de l'attachement aux parents, et que des enfants normalement attachés de manière sécurisée à leurs parents s'attachent très facilement aux professionnels de leur lieu d'accueil, que ce soit à l'école, à la crèche, et que ceux qui ont des difficultés d'attachement à leurs parents, parce qu'il y a des perturbations familiales ou autres, pour la moitié d'entre eux trouvent des occasions de compenser ces difficultés avec un adulte de l'école, de la crèche. Donc, là-dessus, je pense que la diversité des métiers a nui un petit peu à cela. Des oppositions aussi, des concurrences entre certains types d'institutions. Il y a aussi les propos de certains pédopsychiatres qui ont pesé là-dessus, mais quand même en disant que des enfants scolarisés de bonne heure souffraient, etc. Évidemment, vous emmenez votre enfant, vous, chez un pédopsychiatre quand il va bien? Non, mais ça me paraît tellement évident à comprendre. J'ai eu quelques échanges là-dessus avec des pédopsychiatres. Ils voient dans leur cabinet des enfants qui vont mal, ou dont les parents pensent que les enfants vont mal, parce que quelquefois, c'est pas forcément les parents qui ont le plus de difficultés. Alors, bien entendu, l'école, par exemple, ne règle pas tous les problèmes. Je vous ai dit, en cas de perturbation d'attachement, il y a quand même 50% des enfants perturbés dans ces relations avec les adultes à la maison qui arrivent à compenser cela dans un lieu d'accueil. Ça veut dire qu'il y en a qui ne compensent pas. Il y en a pour lesquels c'est plus difficile. La prise en charge d'enfants ayant des besoins spécifiques, des perturbations de comportement, des anxiétés importantes, etc., elle n'est pas positive à 100%. Personne ne dit ça, mais ça réglerait pas forcément mieux les choses. À la limite, si dans un milieu familial on a des fortes perturbations, autant donner un peu d'air aux enfants avec d'autres types de relations. Alors pourquoi ne développe-t-on pas plus, ou pourquoi réduit-on les choses? Si je vous dis que ce sont des préoccupations économiques,
Si je vous dis que un enfant annuellement, c'est pas moi qui l'écris, c'est la Cour des comptes. Donc quand même, je pense qu'on peut un petit peu leur faire confiance. 5 000 € à l'école maternelle, un enfant par an. En jardin d'éveil, 7 500. À la crèche, 14 000 €. Alors pourquoi ne fait-on pas le choix d'élargir encore l'école maternelle et pourquoi va-t-on à l'encontre de ça? Parce que ce ne sont pas les mêmes qui payent. Parce que le coût n'est pas le même pour l'État. Selon que vous avez un impact fort de ce budget-là sur les collectivités territoriales, que vous l'avez sur un budget CAF avec des prestations familiales, que vous l'avez sur les familles elles-mêmes, voilà un élément d'explication. Alors après, pourquoi ne nous imite-t-on pas? C'est vrai et c'est faux, parce que y a quand même un certain nombre de pays. Alors ils l'appellent pas directement école maternelle parce qu'on a une originalité en France, outre le fait qu'on scolarise assez tôt et massivement, presque 100% des enfants à partir de 3 ans et quelques-uns encore 10-15% avant 3 ans. On a un partage en France du périmètre et des responsabilités pour les moins de 3 ans, en gros le secteur affaires sociales, famille, santé, et après 3 ans, c'est l'école. La maternelle, ça va avec l'élémentaire, tout ça, ça fait partie de l'école primaire. Et ça, c'est assez spécifique à la France, qui a justement développé très tôt l'école maternelle, alors que d'autres pays ont fait le choix d'autres formes d'accueil, et avec souvent du 0-6 ans qui est pris en charge par le même secteur de responsabilité, un ministère de la santé, des affaires familiales, des affaires sociales, etc. Mais pour autant, vous avez un certain nombre de pays qui ont quand même largement misé sur des modèles proches de l'école maternelle. Moi, j'ai reçu très régulièrement pendant des années des délégations des États-Unis d'Amérique, composées de membres du gouvernement fédéral, de chercheurs, de syndicalistes, qui venaient voir comment on faisait en France, justement pour prendre en charge l'éducation des enfants de milieux défavorisés, parce qu'ils avaient beaucoup de peine avec ça, en disant on met de l'argent là-dedans et le résultat est pas à la hauteur de l'argent qu'on y met. Donc comment pourrait-on améliorer à moindre coût, bien sûr, cette politique. Et ils venaient régulièrement en France, alors ils tournaient dans les ZEP, ils allaient faire un tour rue de Grenelle, ils venaient aussi à Nantes où je les ai reçus, je leur ai montré des écoles, j'ai discuté avec eux plusieurs fois. J'ai exporté ce modèle aussi, je faisais ça, du transfert de technologie, j'appelais ça, en Chine. J'ai exporté l'école maternelle française en Chine, à Shanghai. D'ailleurs, je vais y retourner à l'automne. Et je peux vous dire qu'au début des années 2000, la Chine, à Shanghai, et Shanghai, ça sert de point de référence pour développer après sur d'autres territoires moins en avance du point de vue économique, la Chine a repris les programmes de l'école maternelle française en les adaptant au contexte chinois. Alors bon, il y avait même dès l'école maternelle, il y avait un peu d'histoire de la Chine. Nous, on n'avait pas l'équivalent dans le programme de l'école maternelle française. Et il y avait aussi un peu plus de place à la poésie, ce qui ne peut que nous réjouir. Voilà. Vous nous avez parlé du modèle français. Je voudrais qu'on vienne un peu sur le modèle local. Alors d'abord, je voudrais signaler que Agnès Florin est membre du Conseil de développement. En tant que vice-présidente représentant l'université, et qu'on apprécie sa participation. On a eu un débat d'ailleurs déjà sur les questions de la petite enfance qui a été ouvert à la demande de la CFDT par rapport à des difficultés d'accueil. Et de ce débat, moi j'ai 2 questions qui viennent. D'une part, vous avez affirmé assez clairement ce soir-là, enfin, je veux dire ce que vous nous avez dit ce soir, mais avec une formule qui était « tout se joue à cet âge-là ». Donc ma question, c'est, on sait malheureusement que le système d'éducation des enfants aboutit à quand même quelques échecs. On dit que 15% des enfants qui arrivent au collège ne savent ni lire ni compter. Quand vous dites « tout se joue à cet âge-là »,
est-ce qu'on peut dire que c'est effectivement de la façon dont on accueille la petite enfance que résultent ces difficultés ultérieures? Donc ça, c'est une première question. Et puis la deuxième, c'est la question du fait que l'accueil de la petite enfance, il y a un modèle français, comme vous l'avez dit, mais il est communal. Et que, selon qu'on habite à Saint-Herblain ou à Saint-Jean-de-Boiseau ou à Coiron ou à la Chapelle-sur-Erdre ou à Nantes, les facilités d'accueil pour les petits ne sont pas les mêmes. Est-ce que, de votre point de vue, il faudrait aller vers des politiques communautaires, c'est-à-dire sortir de la limite communale pour ces questions-là et aller vers des logiques plutôt d'agglomération, par exemple? Je réponds à la première et après à la deuxième. Dans l'ordre, comme vous voulez. Comme vous voulez. Alors sur la première question, je m'excuse, mais je n'ai pas dit tout se joue avant 6 ans parce que je ne serais pas psychologue du développement si j'avais dit ça. C'est-à-dire que le développement, c'est de la naissance et même avant jusqu'à la mort. Nous évoluons tous les jours, nous évoluons y compris quand nous sommes adultes dans nos rôles sociaux, dans nos compétences, et c'est pas comme on l'a dit à un moment une sorte d'évolution, involution, et où ça se dégrade à partir d'un certain âge. Je rassure tout le monde, on commence à vieillir à partir de la naissance. Donc vous savez, voilà, rassurez. Non, j'ai pas pu dire une chose pareille, mais en revanche, ce que j'ai pu dire, c'est que vraiment beaucoup de choses se mettent en place dans ces 6 premières années. On va apprendre à lire, à écrire, à compter à l'école élémentaire. Mais auparavant, on va apprendre à différer une demande. On va apprendre à contrôler son attention. On va apprendre à mémoriser, à résister à la frustration, à pouvoir dépasser l'échec, etc. On va apprendre à communiquer oralement. Et vous savez, je me souviens, il y a déjà pas mal de temps, quand je discutais avec un directeur des écoles au ministère, vous savez, dans les directions, il y a un ministre, directeur des écoles, des collèges et lycées, tout ça. Donc, avec un certain directeur des écoles, qui déjà s'interrogeait sur les difficultés de maîtrise de l'écrit, la production écrite et la lecture au collège, et que je parlais de l'importance de développer la communication à l'école maternelle, parce que en 77, par exemple, dans les programmes, enfin c'était les objectifs de 77 pour l'école maternelle, on lisait le langage ne s'enseigne pas, on le sait. Les enfants apprennent à parler dans un bain de langage. Moi j'appelais ça l'époque des piscines à langage. Vous saviez, vous aviez un tour comme ça, un creux au milieu, on mettait tout le monde autour et on trempait les enfants dans le langage et on attendait qu'ils ressortent parlant. Non, on sait depuis qu'on apprend à parler en parlant avec quelqu'un qui ajuste sa communication de manière inconsciente pour vous aider à développer ses compétences. Bref, quand je disais mais il faut qu'on apprenne à parler aux enfants à l'école maternelle et qu'on leur apprenne à parler l'écrit à travers la littérature jeunesse. Pour se doter aussi parce que la littérature, quand on a voulu élever le niveau de communication d'enfants de milieux sociaux défavorisés, on a mis l'accent sur la lecture de livres, abonner les familles à des ouvrages, etc. Pourquoi ? Parce que dans une conversation quotidienne, le lexique que vous utilisez, par exemple, est bien plus réduit que celui que vous allez utiliser en lisant un livre. Donc le support du livre, c'est un support déjà sur l'expression lexicale, la diversité des mots. Et quand je vous dis ça, je suis en train de vous dire, vous allez comme ça, lisez des livres à vos enfants quand ils sont petits, vous allez les aider à apprendre à lire de cette manière-là. Pourquoi ? C'est tout bête, on l'a montré. On consacre des recherches à montrer des choses que les gens trouvent évidentes quelquefois. Mais il est plus facile de lire des mots que l'on connaît que des mots que l'on ne connaît pas. Donc si vous avez un lexique restreint de 400 mots, eh bien entrer dans la lecture, c'est pas que du déchiffrage et des relations entre les graphèmes, les traces écrites et les phonèmes, les sonorités, c'est aussi pouvoir lire des mots que l'on connaît. Qui font sens, c'est que ça vous libère l'énergie pour faire autre chose. Donc ces compétences-là, elles sont vraiment fondamentales. On voit encore trop d'enfants qui n'ont pas été aidés par des adultes compétents, disponibles,
pour développer ces compétences de base, parce que dans les familles, c'est pas toujours pratiqué, parce que on est plus attentif à cela dans certaines que dans d'autres. Et sinon, pas bénéficier de cet entourage-là, de cet étayage. C'est un terme du psychologue américain Jérôme Brunner auquel je me réfère souvent, c'est-à-dire aider au développement, aider à la construction. Étayer, c'est pas soutenir un truc qui s'écroule. Là, c'est vraiment aider à la construction. Eh bien, si vous n'avez pas bénéficié de cela, c'est beaucoup plus difficile après de pouvoir faire ce chemin tout seul plus tard, quand vous avez tous les apprentissages scolaires qui vous tombent dessus. Si ces compétences élémentaires sont déjà tout à fait pratiquées, automatisées, si vous comprenez aussi ce qu'on vous demande, c'est des choses toutes bêtes. Les jeunes professeurs des écoles peuvent le savoir. Si vous adressez collectivement aux enfants, allez les enfants, on va faire telle chose, eh ben ça bouge pas. Parce que allez les enfants, ça leur parle pas. Allez Jérémy, Mathieu, là, ah oui, là ils se sentent concernés. Bon, plein de choses comme ça. D'ailleurs, on enseigne à l'école élémentaire aujourd'hui en prenant en compte le fait que tous les enfants sont allés à l'école maternelle. Des enfants du voyage qui n'auraient pas été scolarisés du tout, par exemple, il peut y en avoir, eh bien, ils sont en difficulté pour démarrer parce qu'ils n'ont pas toutes ces acquisitions précoces. Et beaucoup de choses sont déjà en place dès 2-3 ans. Quand je vous ai dit, les bébés, même les nouveau-nés, ont déjà des compétences qu'on ne soupçonnait pas dans les compréhensions des causalités. Ils savent très bien distinguer des objets animés des objets inanimés à quelques jours de vie. Il se méfie de la trajectoire d'un objet menaçant sur un écran si l'objet semble les atteindre. Ils détournent le regard, ils mettent les mains, alors qu'ils ne font pas cela si l'objet arrive avec une trajectoire décalée. Bon, ils n'ont pas fait l'expérience dans le ventre de la mer, un truc qui leur arrive dans la tête quand même. Donc, il y a beaucoup de ces compétences-là qui doivent être développés par un accompagnement éducatif précoce. Et alors quand il est difficile il est même impossible d'imputer à une seule variable un effet sur la suite des trajectoires. Quand on regarde les comparaisons internationales de nos performances scolaires, et loin de moi l'idée de réduire les enfants à une activité d'élève, que ça soit clair. Mais si on regarde ça, à travers les comparaisons PISA, des jeunes de 15 ans sur leurs compétences. Bon, la France, elle est comme ci, comme ça. Donc, les ministres râlent, bon, bref. Elle est comme ci, comme ça. Bon, on est largement pénalisé par le redoublement. Si on a enlevé les redoublants, déjà, on est plutôt au-dessus de la moyenne, puisque le redoublement ne sert à rien. On le maintient encore, même si on a été plusieurs relayés par le Haut Conseil de l'Éducation à dire il faut éradiquer le redoublement. Donc, bon, ça entre un peu dans les faits. On est très pénalisé par cela, puisque les jeunes de 15 ans aujourd'hui, il y en a quand même un pourcentage assez important qui est passé par le redoublement précoce, le plus pénalisant. Bon, donc là-dessus, clairement, on est pénalisé par cet aspect. Mais on voit que les pays qui sont le plus en avance sont aussi ceux qui ont misé sur l'éducation de la petite enfance à travers un véritable service public, des places d'accueil, etc. Alors j'en viens à la deuxième question. Je n'ai pas répondu pleinement à la première, mais il pourra toujours y avoir des questions. La deuxième question, c'est évident que si on veut bien considérer que l'éducation de la petite enfance est un enjeu fort pour la réduction des inégalités sociales, que c'est un enjeu fort pour le développement d'une société, y compris pour atteindre un niveau élevé de formation. Parce qu'on voit bien que ceux qui sont pénalisés dans les débuts des années de scolarisation vont avoir beaucoup de mal à remonter la pente, à faire une scolarité longue, etc. Statistiquement, c'est largement prouvé depuis déjà longtemps. Si on a vraiment cette conception-là, alors on se dit, au niveau d'un territoire, on doit investir en fonction aussi des changements dans le mode de vie des familles. On ne peut plus raisonner sur des cloisonnements. Alors si je travaille à Saint-Herblain, que j'habite à Nantes, alors j'ai droit à une place pour mon enfant à Nantes. Mais si c'est l'inverse, comment ça se passe? Ah ben non, je peux pas. On a aussi les temps décalés de travail. Alors il faut voir aussi
qu'est-ce qu'on vise dans les réponses aux besoins des familles? Est-ce qu'on vise aussi l'intérêt des enfants? Moi, je suis d'accord pour qu'on prenne en compte les besoins des familles en termes de temps d'accueil, de moments d'accueil, de qualité de l'accueil. En général, les familles veulent avoir non seulement quelqu'un pour garder l'enfant quand elles en ont besoin, mais veulent aussi la qualité de l'accueil. Bon, mais est-ce que c'est toujours au bénéfice des enfants? Et là, ça touche aux conditions de travail. Est-ce qu'on doit avoir des crèches qui sont ouvertes nuit et jour parce qu'il y a des parents qui travaillent la nuit? Ou bien est-ce qu'il faut aussi militer pour avoir des conditions de travail quand on a des jeunes enfants, que ce soit pour les pères et les mères, qui soient différentes de celles-ci? Est-ce qu'il est normal d'imposer plus de 35 heures par semaine, des fois jusqu'à 70 heures par semaine à des bébés, à des enfants, en dehors de la vie familiale? Bon, eh bien à partir de ces questions-là, je pense que si on considère qu'il y a un enjeu fort pour l'avenir, et pour la réduction des inégalités, alors il faut s'en saisir et penser autrement les accès possibles. Ça veut dire penser collectivement entre les différentes communes sur l'intercommunalité, comment jouer ce rôle à travers l'éducation de la petite enfance. Et moi, je me réjouis quand j'ai lu le document que vous avez diffusé hier, je crois, sur la démarche métropolitaine Ma ville demain et le Conseil de développement. Je me réjouis de voir qu'à ce niveau-là, on ait inséré un paragraphe sur l'éducation de la petite enfance, parce que ça n'est pas si fréquent. Et forcément, si personne n'est là pour parler pour eux, les enfants sont les plus fragiles, les petits sont les plus fragiles, les plus démunis. Donc je me réjouis que le Conseil de développement se fasse le porte-parole des enfants, et j'aimerais bien qu'on pense qualité de vie des enfants et bien-être des enfants, y compris en les associant, et on travaille là-dessus avec mon équipe depuis 2 ans, sur la façon dont les enfants eux-mêmes, alors pas les moins de 3 ans, c'est difficile de les interroger, certes, mais encore que on va bien trouver comment faire, mais à partir de 3 ans, il est tout à fait possible d'interroger les enfants sur leur qualité de vie, leur bien-être subjectif. C'est pas qu'on nie la parole des adultes, des parents, des professionnels, mais prendre en compte la parole des enfants, ça fait partie de leurs droits. Et nous devons aussi œuvrer pour cela, et pas seulement pour la qualité de vie des adultes, même si on sait bien qu'elle a un impact sur celle des enfants. Merci pour ces réponses, et merci de nous avoir convaincus, parce que si on a mis ça dans nos premières propositions, c'est justement suite à ce premier débat que nous avions eu sur la question de la petite enfance. Alors comme on nous a demandé de travailler à un projet de territoire et à un horizon 2030, dans nos travaux viennent souvent les questions de rayonnement, d'attractivité du territoire. Et assez spontanément, on est tous configurés pareil, on pense immédiatement enseignement supérieur, recherche, c'est ça qui va faire l'attractivité du territoire. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'une politique différente sur l'accueil de la petite enfance peut être un élément d'attractivité de notre territoire? C'est-à-dire, quelque part, est-ce qu'il faut investir autant? Enfin, je dis autant, enfin, voilà, on investit beaucoup dans l'enseignement supérieur, dans la recherche. Est-ce qu'il ne faudrait pas investir davantage, ou au moins beaucoup plus, en tout cas qu'on le fait aujourd'hui, sur l'accueil de la petite enfance? Et est-ce que ça peut être un élément d'attractivité du territoire dans un projet prospectif? Alors, je ne sais pas à quelle hauteur est l'investissement nantais dans l'éducation de la petite enfance. Peut-être que des élus ou des responsables de services pourraient nous le dire. En revanche, je sais que ça fait déjà une vingtaine d'années, il y avait une préconisation dans l'OCDE pour que les pays de l'OCDE atteignent 1% de leur PIB sur l'éducation de la petite enfance. Ça me rappelle dans une vie antérieure où, avant d'être professeur à l'université de Nantes, j'étais au CNRS à Poitiers et j'avais des activités, disons, dans le secteur socio-culturel, et on revendiquait beaucoup le 1% culture, etc. Voilà. Alors, si un jour on revendique cela, peut-être que on pourra avancer. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr que c'est un élément fort. Moi, je pense que en termes d'attractivité, alors la région nantaise est assez fortement attractive, l'effet côte ouest, etc. La qualité de vie, souvent soulignée dans les magazines tels des marronniers annuels. Mais on sait bien que
pouvoir faire accueillir son enfant dans des structures de qualité, avoir des services divers et variés. C'est pas seulement la garde entre guillemets. D'ailleurs, c'est un terme que j'ai pas employé. Vous avez pu le remarquer. Mais c'est aussi l'accueil, c'est aussi les loisirs, c'est aussi les déplacements, etc. Ce sont des éléments forts quand un jeune couple veut s'installer quelque part. Ben, il va regarder la proximité de ce genre de services. Vous savez qu'il existe un site national de la CAF. Ça doit s'appeler monenfant.fr, quelque chose comme ça. Je l'ai testé il y a pas longtemps. Vous dites je cherche une structure collective ou individuelle, etc. dans telle commune près de ma rue, et vous cliquez. Et ça vous dit ce qu'il y a, etc. Il y a des réseaux, il y a un réseau aussi Ville Amie des enfants qu'il faut faire jouer aussi. Je pense qu'un partenariat également entre les services petite enfance, les villes elles-mêmes et les chercheurs peut être un atout. Je peux donner l'exemple d'une recherche que nous allons réaliser. Nous commençons là maintenant pour la région Pays de la Loire, un projet qui s'appelle Cité 6-12. Alors ça concerne les enfants de 6 à 12 ans, donc c'est pas tout à fait ce dont on a parlé là, mais après on a d'autres choses avec les plus jeunes, où nous allons, en lien d'ailleurs avec le pôle enfant de Cholet pour une partie, nous allons examiner la qualité des équipements dans plusieurs villes prévus pour les enfants, mais du point de vue des enfants. Qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient, etc. On va les interroger aussi sur la manière dont ils perçoivent la ville, leur propre qualité de vie dans les différents lieux où ils passent. On va même en équiper avec des petits GPS, avec l'accord des familles, des enfants eux-mêmes, évidemment, pour pouvoir, à partir de bases de données géomatiques, voir où ils sont allés dans la journée et pouvoir leur dire, bon, alors à tel moment tu étais là, qu'est-ce que tu faisais, comment tu te sentais, etc. Et pouvoir prendre en compte leur point de vue. On a déjà fait ce qu'on appelle des focus group. On a réuni des enfants, alors j'en ai animé moi-même pour des petits de 4 ans. On les a réunis par groupe de 4-5. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie? Qu'est-ce qui vous rend malheureux? Comment ça se passe dans tel lieu, l'école, la maison, le mercredi, et si tu pouvais d'une baguette magique changer les choses, comment tu ferais? Et à partir de ça, là, on est en train d'analyser les données. C'est toujours l'idée de rendre les enfants acteurs de leur développement. C'est une conception de l'enfant, c'est aussi derrière une conception du futur citoyen. C'est-à-dire donner enseigner les enfants, c'est une chose. Leur donner le droit d'être acteurs aussi de leur propre vie. C'est pas des adultes en miniature, ce sont des enfants. Ils ont un accompagnement d'adultes, mais ils doivent aussi être les acteurs de leur vie. Il y a des préconisations au niveau de l'UNICEF et ailleurs que nous reprenons justement pour défendre cette conception des droits de l'enfant et de la construction de la citoyenneté. C'est aussi dire à l'enfant, bah, tu peux être acteur, Qu'est-ce qui est épouvantable pour un enfant et pour une personne en général? C'est de penser que ce qu'elle fait n'a pas d'impact sur l'environnement. C'est ce qu'on appelle le découragement appris. Alors je fais des efforts, je dis des choses et on n'en tient pas compte. Bon, bah alors je laisse courir ou je me mets à faire des âneries parce que de toute façon, comme on a considéré que ce que je faisais n'était pas intéressant, autant me caler dans cette image-là. Voilà. Hein, le auto-handicap, disent certains. Eh bien, si vous laissez les enfants, j'en termine, si vous laissez les enfants prendre cette part active, vous pouvez vous attendre aussi à ce qu'ils aient cette capacité d'innovation dont toute société a besoin, qu'ils aient cette capacité d'intervenir sur la vie sociale, sur la vie publique, pour dire ce qu'ils en pensent, simplement. Avant de donner la parole à la salle, puisqu'il va être l'heure, je vais vous poser une ultime question qui sera en quelque sorte peut-être un résumé de cette première partie de notre conversation. Non, n'ayez pas peur. Nous avons intitulé la soirée « Accueil et éducation de la petite enfance », l'investissement
prioritaire pour l'avenir, point d'interrogation. Selon vous, quelles sont les raisons qui font que on ne réponde pas plus massivement, de manière positive, à cette question qui pourtant apparaît comme une évidence quand on vous entend? Quelles sont les résistances à l'œuvre dans notre société? Je pense qu'elles sont nombreuses. J'ai essayé d'en évoquer plusieurs tout à l'heure. On a, pendant longtemps, la petite enfance, c'était une période dangereuse parce que beaucoup d'enfants mouraient en bas âge. Donc on évitait de trop investir tant qu'on n'était pas sûr qu'ils allaient survivre. Ben oui, ça ne nous ramène pas tant de siècles que cela en arrière. Hein, donc on n'accordait pas beaucoup d'intérêt. Regardez, même les hommes s'intéressaient aux enfants, il y a fort longtemps certes, mais s'intéressaient aux enfants en gros quand ils commençaient à pouvoir bien se faire comprendre, et en dessous de 6-7 ans, c'était moyennement intéressant. Hein, c'était un truc pour les femmes, ça. Et puis les enfants sont devenus une denrée rare, si je peux dire. Réduction du nombre d'enfants, puisqu'on était aussi assuré de leur survie avec les progrès de la médecine, l'élévation, somme toute, des niveaux de vie, une certaine éradication de la pauvreté. Enfin, moi, je suis pas historienne, mais il me semble qu'on peut aller chercher des éléments de ce côté. Et puis, on a vu que si tout le monde pense qu'il peut éduquer un enfant, ça devenait aussi affaire de spécialistes. Et on confiait même ce rôle à des hommes. C'est vous dire si ça devenait important. Et en même temps, il y avait cette résistance. Moi, je pense qu'il y a un fond de résistance idéologique par rapport au rôle des femmes. On parle des nouveaux pères. On voit bien qu'il y a des évolutions avec des responsabilités partagées. Sauf que l'implication dans les tâches familiale, je crois que d'après des enquêtes de sociologues, c'est au cours des 15 dernières années, peut-être quelques minutes de plus par jour, vous voyez, donc ça n'a pas changé beaucoup. Et on a essayé de montrer justement l'impact extrêmement positif que pouvaient avoir les pères dans l'éducation de leurs enfants, parce qu'ils jouent différemment, parce qu'ils leur parlent différemment, parce que chacun a sa personnalité, etc. Mais derrière cela, on a toujours misé en France, trop à mon avis, sur un certain élitisme. C'est-à-dire qu'on est tourné plus vers le haut des cursus que vers les débuts de la vie. Je vous dis, c'est pas si ancien. Quand j'essayais de persuader un directeur des écoles, dont c'était quand même la fonction, il était responsable des écoles maternelles et élémentaires au ministère, que c'était important d'apprendre à parler aux enfants, de développer un certain nombre de compétences à l'école maternelle. C'est pas si ancien. Donc, je pense aussi qu'il y a tous ces travaux qui ont montré les compétences des très jeunes enfants très différentes de ce que nous imaginions il y a une trentaine d'années encore, et que tout ça n'a pas encore largement diffusé. Et puis après, il y a des contextes qui économiquement sont plus ou moins favorables. Et bon, la réduction des inégalités sociales, on en parle beaucoup. On reste sur des modes quelquefois traditionnels. Moi, je pense qu'à l'école élémentaire, on peut aussi travailler autrement, qu'on peut avoir des regroupements importants d'enfants pour certaines activités et individualiser bien plus dans des petits groupes pour d'autres. On n'a pas forcément besoin de faire du présentiel tout le temps. On peut aussi travailler avec du tutorat, etc. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font que l'éducation des jeunes enfants, on n'a pas pris encore la mesure de l'importance que cela a. Or, c'est avéré dans les recherches internationales qui ont pu être réalisées. L'impact de l'éducation de la petite enfance, il est extrêmement fort. La qualité de l'éducation de la petite enfance est un impact extrêmement fort, notamment pour les enfants les plus vulnérables. Donc, on a intérêt à miser
vraiment dessus, et son impact est mesurable à long terme. Il est mesurable à long terme, non seulement dans des trajectoires scolaires, mais même dans des trajectoires professionnelles, comme l'ont montré des économistes. Alors là, ça dépasse mes compétences. On le voit aussi même dans des questions de santé. Merci Agnès Florin pour cette première partie. Maintenant, comme d'habitude, nous allons céder la parole à la salle